3, 2, 1, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne préférée de YouTube. Maintenant on le sait, nous avons le record d'audition. Oui. D'audimat, je ne sais plus comment on dit. C'est l'été, tu as vu la plage, tu as vu le sable. Je vous présente quelqu'un que vous avez reconnu parce que lui aussi il a fait l'Eurovision à une époque. En 2007. 2007. Ça date, oui. Jean-Marc avec les Fatales. Avec les Fatales Picard, nous avons fait l'Eurovision en 2007 et nous sommes arrivés en TP nultième. Donc c'est intéressant pour les auditeurs de découvrir ce nouveau mot avant-dernier. Voilà. Oui, mais tu as participé. On a participé, on pensait être dernier, on espérait être dernier, on n'a même pas réussi ça. Même pas. Même pas. Même pas. Et pourtant, vous y étiez présent. On y était. Je me rappelle, c'est une chanson en plus que moi, à l'époque, j'étais encore DJ, que je passais dans les boîtes de nuit. Tu sais, c'est à l'époque, dans les années 80, on passait du trust, on passait des choses comme ça, antisocial, téléphone et tout. Et c'est vrai que j'avais été surpris quand vous êtes arrivé sur le monde de la scène musicale, où on vous attendait sur les festivals. Et par exemple, avec Bernard Lavilliers, on vous avait en club. Oui, c'est ça. Et les gens s'éclataient. Et ça, c'était la belle époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu du surfait. Enfin, c'était du surfait parce que mes amis des discothèques n'existent pratiquement plus. J'espère pour eux que ça va rouvrir, mais ça va être autre chose. On va parler de votre actualité. Volontiers. Parce que les Fatales Picard existent toujours et ils ont un grand boulevard devant eux. Ouais. Il faudrait juste que cette émission qui est enregistrée au début de l'été, qui sera retransmise à la fin de l'été, eh bien on puisse avoir des bonnes nouvelles entre-temps. On les attend là. En fait, tu vois, nous faisons notre premier concert après 15 mois, dans 2 jours là à Nice. Voilà, c'est notre premier concert. 15 jours. On a annulé plus de 100 concerts depuis 15 mois. 15 mois d'arrêt. 15 mois d'arrêt, 100 concerts annulés qui sont reportés. Donc c'était la tournée de nos 20 ans, où nous fêtions nos 20 ans avec notre 10e Olympia. En fait, c'était le 10e Olympia, qui est repoussé maintenant en septembre 2021. Pour l'instant, il est maintenu. A priori, il va être maintenu. Mais on ne sait jamais. Bon, allez, on imagine que ça va être le cas. Les Fatales Picard, c'est plus de 1800 concerts déjà. 1800 concerts. Ouais, donc 10 Olympia, un Eurovision, 500 000 albums vendus pour un groupe alternatif, c'est assez exceptionnel. Et je te dis, et on a toujours à peu près entre 90 et 100 concerts dans l'année devant nous, des gros concerts en zénith, dans des grosses salles, en province, etc. Et je regardais juste avant l'émission un petit peu comment vous étiez vu sur la toile par rapport à toute cette société Spotify et tout. Ouais. Et dès qu'on tape Fatales Picard, décidément les vacances me coupent la gorge. Ça, je crois que c'est le cocktail. Ils ont un peu abusé sur, je dirais pas ce qu'il y a dedans. Et on vous trouve à chaque fois, vous arrivez dans le chart. Oui. Non, mais alors d'abord, on arrive à chaque fois parce qu'on a vraiment une fanbase et un public extraordinaire, et d'ailleurs qui nous a suivis pendant tout le confinement, qui sont là pour nous soutenir et nous dire on sera là à la reprise, et on sait que c'est déjà complet pour après-demain, et tous les concerts à venir sont complets, ceux qui vont se tenir, mais je pense que ça va être le cas. Et cette fanbase fait qu'on existe vraiment, on n'est pas dans les grands médias, on n'y a jamais vraiment été, mais ils sont là, et surtout, je peux dire que c'est absolument fou, mais où que l'on ouvre un concert en France, que ce soit à Montpellier, à Grenoble, à Toulouse, à Lille, à Clermont-Ferrand, c'est toujours complet. Et donc ça étonne beaucoup de monde. Voilà. Bravo. Non, c'est chouette. Bravo, il faut le faire. Alors évidemment, on fait toujours avec le rapprochement avec un groupe un peu plus médiatique qui est Indochine, qui existe depuis des années, qui remplit les salles. Moi, je vous comparerais plutôt à un groupe québécois, je ne sais pas si tu les connais, qui s'appelle les Cowboys Fringants. Moi, je les adore. Donc les Cowboys Fringants, je t'invite à les écouter. Non, mais je les connais très bien. Tu les connais? Bon, voilà. Et c'est un groupe totalement inconnu. Jamais de médias, jamais de disque d'or, jamais rien de tout ça. Enfin, officiellement à la télé. Hein. Par contre, quand ils font des concerts en France une fois par an, c'est complet. C'est complet. Non, mais les Cowboys Fringants, c'est exactement au Québec le comparatif qu'on peut faire avec les Fatales. Ouais, c'est ce que j'ai. Et Indochine, rien à voir, parce que c'est un très très gros groupe ultra médiatique, mais il se trouve qu'avec Indochine, et Nicolas Sirkis, que je connais assez bien, qui adore les Fatales Picard d'ailleurs, on a énormément de fans en commun. C'est assez dingue, mais c'est vrai. D'ailleurs, Paul, le chanteur des Fatales Picard, est ultra fan d'Indochine. Ouais. Il y a pas mal de trucs qui se rapprochent. Parce que c'est un groupe très connu, mais qui reste avec une approche qui est même très proche de son public, presque alternative dans certains. Il ne veut pas que les prix des places soient très chers, etc. C'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment c'est le gros groupe français qui a une démarche encore comme ça. Nicolas, j'ai eu la chance de le voir l'année dernière à 2 reprises en France, oui, 2 reprises en France. Une à Paris et puis une à Lille. Le dernier concert était à Lille où, pour nous gratifier, il a fait un feu d'artifice quand on était sorti du stade. Donc on se dit, il y a vraiment un cadeau du personnage, enfin du groupe. Et sur les médias, oui, j'avais lu qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est que ses fans soient contents. Absolument. Donc pour lui, un concert, c'est 40, 50 euros maximum, alors qu'on est à des 100, 150 euros pour certains artistes. Tout à fait, dans des salles qui, normalement, ça ne peut pas être à ce prix-là. Alors nous, c'est ce qu'on essaie toujours de maintenir. Quand on fait un Olympia, on essaie que nos billets ne dépassent pas 30, 32, 33 euros, parce qu'on estime que quand ils viennent 2, 3, ça fait tout de suite très cher. Et c'est vrai que quand tu fais un Olympia ou une très grosse salle avec des sommes comme ça, tu es très très juste au niveau de la recette, mais tu as ton public qui est là et qui peut être là et qui peut venir. Et vous faites plaisir à votre public. Et on fait plaisir au public. Et ils vous suivent. Et ils suivent tout le temps.
Donc, j'imagine que quand on aime la scène, quand on aime la musique comme vous, on a envie de sortir de nouveaux LP. Et là, il va y avoir quelque chose qui va nous tomber dessus prochainement, non? Écoute, d'habitude, comme on est à peu près une centaine de jours par an ensemble, nos albums, on les écrit soit dans le tourbus, dans le camion, ou dans les loges, etc. Là, c'était pas possible. On vit tous un petit peu loin les uns des autres. On n'a pas eu ce regroupement, donc on est parti 3 fois pendant une semaine, s'enfermer dans un gîte tous les 3 pour écrire. Bon, le premier, j'ai pas pu y aller parce que j'étais très malade du Covid, mais bon, j'ai fait les 2 autres. On va en faire encore un 4e. Et on a écrit déjà les 3/4 de l'album et on en a enregistré la moitié. Donc l'album a pu se faire quand même pendant le confinement et on va le terminer là, à la fin de l'été. Voilà. On peut dire que l'album va arriver sur la fin de l'année? Non, on pense que ça sera début d'année prochaine? Mars à peu près. Et cet album a été fait pour la 4e fois, c'est intéressant de le dire pour les gens qui peuvent découvrir ça. C'est la 4e fois que nous levons des fonds à travers un crowdfunding. Voilà. Donc c'est-à-dire que ce coup-ci, on a demandé à nos fans de préacheter notre album et on a levé 135 000 € sur ce disque-là, ce qui est quand même fou. Et c'est la 4e fois et on est un peu les vice-champions d'Europe du crowdfunding puisque Stupé Philippe nous a battus. Mais voilà, et chaque fois, on s'est libéré des maisons de disques. On était chez Warner, on a été chez V-Record. On est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on a de l'argent qui vient des fans, on leur rend des comptes, hein. On dit exactement ce qu'on fait, c'est pas pour s'enrichir ou faire une piscine, tout est dépensé, ils ont les contreparties, des t-shirts, des disques, mais avec cet argent, on choisit avec qui on enregistre, où on enregistre, si on fait un clip, si on fait 2 clips, si on dépense de l'argent dans la promo ou pas, si ça sert à rien. On est totalement maître du jeu. On est devenu vraiment autonome à 100% les Fatal Picard. Alors moi j'ai 2 questions qui me taraudent un petit peu. La première c'est, Fatal Picard, vous êtes originaires tous de Picardie? Alors, là, je m'attendais un peu à cette question. Malheureusement, non. Les Fatal Picard, c'est une escroquerie terrible. Voilà. Non. Si. Puisque, alors, moi, je suis issu du Gard. Je suis Sévenol. D'accord. Le chanteur, lui, il est de Nogent-sur-Marne. Il est du Perreux, pardon, du Perreux. Yves, le bassiste, il est de Nevers. D'accord. Et Laurent est un Parisien pur jus. Voilà. Mais, alors, le premier chanteur a vaguement vécu à Creil, en Picardie, pendant 1 mois. Enfin, Creil, Picardie... Oui, voilà, c'est l'île de France quasiment. Non, c'est une escroquerie, mais c'est vrai qu'en Picardie, on est quasiment les Beatles. Hein. Et comment vous est venue cette appellation? Alors en fait, c'est le premier chanteur qui n'est plus avec nous depuis 2007, hein, qui a quitté le groupe, mais qui l'a fondé, qui avait un site internet qui s'appelait France Fun. À l'époque, il y avait c'était le début, en 1998-99, des sites où il y avait des parodies. Oui. Et lui, il faisait des parodies de vidéos, des parodies de photos et des parodies de groupes. Il avait plein de groupes, dont un qui s'appelait les Fatal Picard. Un jour, il a décidé de faire de la scène. Il a pris un de ses noms. C'est venu de là. Alors donc, c'est ridicule. Mais, et je crois que ce nom lui est venu parce qu'un jour, un gars lui avait dit « Oh, trop fatal le Picard ». Comme quoi, des fois, les noms, c'est rien du tout. Au début, surtout que moi, je suis le manager du groupe, j'étais le tourneur avec mon accent du Midi. Quand j'appelais à Amiens une salle en Picardie en disant « Bonjour, c'est Jean-Marc des Fatal Picard », on me disait « Oui, Jean-Marc des Fatal Picard, au revoir monsieur, bonjour le canular ». Et en fait, alors au début, on nous a cru, on croyait qu'on était un groupe régionaliste, pas du tout. On est un groupe mondial. À l'étranger également? Non, on joue beaucoup en Belgique, bien sûr, un petit peu en Suisse, parfois au Québec. On est allé jouer à La Réunion, mais que dans des pays francophones, parce que les textes sont français, sont quand même très écrits. C'est de l'humour et c'est pas facilement abordable pour quelqu'un qui n'est pas francophone. D'accord. Oui, donc c'est vrai que ça vous ferme un petit peu certaines portes. Ça ferme certaines portes. C'est pas un mal des fois non plus. Non. On nous propose relativement souvent d'aller jouer dans tel pays pour l'ambassade, etc. Mais d'aller jouer pour 80 ou 100 Français, on préfère faire un concert en France, ça n'a pas d'intérêt. Pour jouer pour quelques expatriés, ça coûte très cher à l'État d'avoir tout ça. Oui. Nous, on préfère jouer en France pour nos fans. Bien sûr. Alors, les projets? Alors les projets, il y a cet album qui devrait sortir en mars. D'ici là, on pense sortir quand même un clip ou 2. Un clip à la fin de l'été, peut-être un autre en janvier, voilà. Ensuite, il y a la tournée des 20 ans, puisque maintenant on va avoir 22 ans que nous n'avons pas fait, va se faire à partir de... On la commence là cet été, voilà, avec un point d'orgue à l'Olympia, où on fête nos 20 ans. Voilà. Il y a à peu près une centaine de dates entre fin 2021 et 2022. Mais le Fatal Picard, c'est toujours 100 dates qui tournent comme ça, d'album en album. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros. Retournez voir les fans dans toutes les salles de France. Donc on a des gros concerts à Lyon, à Grenoble, à Toulouse, de partout, à Lille. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'on faisait je le dis là pour les fans, un énorme zénith à Lille avec nos amis des Marseille et son orchestre.
Donc dans le gros zénith, 8000 places de Lille, ça va être le feu. Oui. Je suis très très heureux J'imagine. qu'on fasse, cette date-là. Et puis alors il y a un autre truc absolument dingue voilà, qui nous arrive. Je suis sur ce projet depuis 2 ans, mais il va voir le jour. Il sort une bande dessinée chez Bambou, donc chez un très gros éditeur, qui va s'appeler le Fatal Picard Cosmic Club, qui raconte l'histoire de 4 gars qui se déplacent de concert en concert pour régler des problèmes. C'est Scooby-Doo, quoi. C'est vraiment, voilà. D'accord. Et c'est nous. Voilà. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas les Fatal Picard peut le lire comme ça, avec un dessinateur exceptionnel qui dessine à la Franquin. Vraiment un très, très, très fouillé. C'est très, très beau. Qui s'appelle Juan, et qui a fait plein, plein de BD déjà. Et un scénariste qui s'appelle Jean-Luc Garrera, qui a fait aussi beaucoup, beaucoup de BD. Et voilà. Et donc, va sortir, alors probablement en début d'année, en même temps que la grosse reprise des concerts, un peu après l'Olympia, on pense. Cette BD, cette première BD chez Bambou, le Fatal Picard Cosmic Club. C'est génial, ça. Donc, de se retrouver comme ça à plus de 50 ans, le héros d'une bande dessinée, c'est exceptionnel. C'est un petit peu fou. Ah ouais. C'est fou. Moi, j'ai envie d'approfondir un petit peu le monde du show business avec toi, parce qu'en plus, comme tu es manager, tu vas pouvoir nous donner des petits détails croustillants qu'on aimerait savoir. Déjà, la première chose que je me pose comme question à chaque fois. Alors, moi, évidemment, je vis la musique depuis ma plus tendre enfance, puisque animateur radio, discothèque et tout ce qu'on a, je ne peux pas me passer d'une journée sans musique. J'essaye d'écouter vraiment le maximum de morceaux dans tous les domaines. Les maisons de disques, est-ce qu'elles vous obligent vraiment à faire des morceaux commerciaux? Alors moi, je suis confronté à ça parce qu'en plus, je suis manager d'autres artistes qui font des choses un petit peu plus pop. Alors, les maisons de disques n'obligent jamais l'artiste, mais ils peuvent refuser les productions. Et ça arrive, c'est-à-dire qu'une maison de disques a le droit de dire ce titre. S'il ne rentre pas dans tel code, telle norme, tu ne le fais pas. Alors, les Fatal Picard, ça nous est arrivé. On était chez Warner Music France. Ils n'étaient pas très durs avec nous, mais de temps en temps, ils donnaient leur avis. Bon, on n'en tenait pas compte, nous, parce qu'ils avaient quand même signé un groupe alternatif, donc il fallait savoir. Mais, par exemple, on a eu un gros problème quand on a fait une chanson qui s'appelait Le jour de la mort de Johnny. Chanson qui, pour nous, était un hommage à Johnny, vraiment, qui racontait l'histoire de qu'est-ce qui pouvait se passer. Il n'était pas encore décédé, loin de là. Qui racontait ce qui pouvait se passer le jour de la mort d'une idole. Et la seule idole française, c'était lui. Et là, Warner Music France nous l'a totalement interdit. Vraiment, quitte à aller presque jusqu'au procès, nous envoyer des lettres d'huissier. Voilà. Mais oui, il y a encore des maisons de disques, moi je suis un peu confronté à ça de temps en temps, qui disent ce titre, on ne peut pas le sortir si on est. Mais ça va des fois assez loin. Hein. Ça peut aller jusque si vous ne changez pas tel bout de phrase, etc. Et là, ils rentrent des confrontations entre le management de l'artiste qui s'interpose et les DA de la maison de disques. Oui, ça arrive encore. Ça arrive encore. Ça arrivera de moins en moins puisque les artistes et leur management arrivent de plus en plus à se passer des maisons de disques parce que malheureusement, beaucoup de maisons de disques commencent à être un peu moribondes puisque le disque ne se vend plus du tout, que le streaming a pris la place, que les musiques urbaines sont en train de vampiriser mais totalement tout le marché et que quand on est artiste actuellement, si on fait de la pop, de la variété, du funk, du rock, le seul moyen d'en vivre réellement, c'est de faire de la scène. Parce que ça, on ne peut pas nous l'enlever et les gens viennent. Les gens ont vraiment besoin... Enfin, ils viennent. En ce moment, ils payent leur place. Payent leur place. Et ça, c'est vraiment, ça permet de continuer. Les disques, vraiment, là, j'ai regardé encore les chiffres hier, on vient de passer à 60-40. C'est-à-dire le streaming est passé à 60% et 40% du physique. L'an dernier, on était encore c'était encore le physique qui dominait. Et il y a 10 ans, c'était 10% le streaming. Oui. Donc c'est en train de disparaître. Le disque, là, il a 2 ans, mais maximum. Mais il y a encore quelques temps de cela, on pouvait encore acheter des morceaux sur Internet. On disait, on va acheter ce morceau-là, et puis on va le garder sur notre disque dur. Aujourd'hui, c'est même plus d'actualité, puisque si on s'inscrit sur des plateformes comme Spotify ou une autre, finalement, on paye un quota mensuel, et on a pratiquement tous les albums qui sortent le jour même. Qui sortent le jour même. Et en plus, tu vois, on parle de disque, mais le disque, à notre époque, n'a plus vraiment d'intérêt. Un artiste peut, quand il écrit une chanson, il n'est pas obligé d'attendre 2 ans maintenant pour l'extraire d'un album. Si tu fais une chanson, tu peux la mettre directement, si tu ne passes pas par une maison de disques. Un artiste peut être libre de la mettre directement sur Spotify ou sur d'autres plateformes. Il y en a plein. Et on a changé totalement de schéma, de paradigme. C'est plus pareil. Hein. Et quand vous êtes, par exemple, sur des plateformes comme Spotify, vous êtes quand même rémunéré? Alors, ça, c'est le gros problème. Il y a encore des débats. Franchement, c'est nul. Mais c'est archi nul. Que ce soit Spotify, Deezer, en plus, ils n'ont pas les mêmes règles. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est eux, vraiment beaucoup en priorité. Ensuite, il y a les providers, les Orange, les SFR, etc. Les maisons de disques et les artistes
en royauté et les auteurs-compositeurs, la part est congrue. C'est de l'ordre de 0,007 centimes. C'est 3 fois rien. C'est ridicule. Il faut des millions d'écoutes pour espérer. Alors quand tu es un groupe que tu es 4, bah non, pour l'instant c'est nul. Ça parlemente et puis en plus il y a des... C'est compliqué parce que toi tu peux dire tiens je suis sur une plateforme et je n'écoute que les Fatal Picard. Mais cet argent ne va pas qu'au Fatal Picard. Il ne va pas directement, il est redistribué. Et il est redistribué vers qui? Une fois de plus, vers les plus gros. C'est un peu comme à la radio. Dans les petites radios qui ne donnent pas les petites radios qui ne donnent pas la SACEM leur liste, qui c'est qui perçoit? C'est pas pour les artistes qui sont diffusés, c'est une fois de plus pour les gros qui sont castés, les 15, 20 même, qu'on entend sur les grosses chaînes. Donc le système n'est pas encore juste, mais par contre, c'est quelque chose qui se réglera, ça je pense, avec le temps, parce que avec toute cette informatisation, on va pouvoir suivre réellement qui écoute quoi. Oui, voilà. Ça c'est important. J'y crois, vraiment. Alors nous on s'est surtout confrontés, toutes les personnes qui jouent de la musique, que ce soit sur des radios privées ou sur Internet. Par exemple, j'écoutais il n'y a pas longtemps encore Bob Sinclair qui faisait des lives tous les jours sur YouTube, je pense. Et il avait des avertissements de la SACEM où il n'avait pas le droit de diffuser les morceaux. Nous on les a tout le temps, pour nos propres titres, quand on fait un extrait en ligne d'un truc, et hop, on nous enlève le son. Et là, je me pose une question toute bête, parce que généralement, c'est la maison de disques qui demande à l'horizon des logiciels, bref. Et là, je me dis, mais est-ce que les maisons de disques ont compris que quand un morceau est diffusé, par exemple, par un jeune qui fait des mix sur une radio, quelque part, ça met en avant l'artiste. Ça va peut-être donner envie à la personne qui écoute d'aller écouter l'album complètement. Moi, je suis mais tellement. C'est pour ça qu'on nous demande souvent plein de groupes qui est-ce qu'on peut vous reprendre, etc. Comment il faut faire? Mais on leur dit, mais reprenez, ne vous en faites pas. En effet, quand normalement tu utilises le titre de quelqu'un sur une plateforme, en concert ou n'importe quoi, tu dois faire une déclaration. C'est ce qui se fait en concert en général, quand tu fais une reprise et tu le déclares. Sur Internet, les robots de YouTube, de machin, reconnaissent, si c'est un extrait vraiment, il y a des codes, ils reconnaissent. Si c'est joué par un groupe, ils ne le reconnaissent pas forcément. Mais bien entendu que ça fait vivre l'œuvre de l'artiste. La musique, elle est faite pour être vivante, elle est faite pour être jouée. Moi, j'adore voir d'autres groupes qui reprennent nos chansons. C'est génial, ça. Mais ça, c'est vraiment la rançon du succès. Et autre chose aussi qu'on a mis en avant tout à l'heure avec une écrivaine, c'est que finalement, ma génération, par exemple, qui était lassée de la littérature française, alors je ne dis pas que je ne lis plus la littérature, mais c'est vrai que Molière, je ne l'ai pas sur ma table de nuit, quoi. Par contre, j'ai appris à aimer la lecture grâce au texte des chansons. Parce que ce que vous allez écrire, ce que Jean-Jacques Goldman va écrire, ce que Pascal Obispo va écrire, c'est d'actualité, c'est du vécu, c'est ce qu'on vit tous les jours. Oui, tout à fait. Et c'est de la littérature moderne quand même. Absolument. Alors une chanson pour moi ce n'est pas une poésie, c'est vraiment une forme d'écriture particulière. On est d'accord. Alors nous c'est très particulier parce que on fait de l'humour en chanson, mais les gens qui prennent, alors, parfois il y a quelques chansons premier degré, il y en a très très peu, mais les gens qui parfois découvrent les Fatal Picard, qui ne connaissent que l'Eurovision, se disent les Fatal Picard, les comiques troupiers, non. S'ils prennent le temps de vraiment prendre les textes, ils voient que c'est du second, du troisième, du quatrième degré, et qu'il y a beaucoup, et ça vaut le coup de les lire plusieurs fois. Et que vous passez des messages. Alors franchement, oui, moi, on dit pas qu'on passe des messages, surtout on donne de leçons à personne. On n'est pas un groupe engagé au sens, ça on le dit pas, on le laisse. Pour moi, les gens engagés, c'est Mère Teresa, c'est l'abbé Pierre, c'est ces gens-là, les gens engagés. Oui, mais dans les chansons, il y a quelques messages sociétaux. Après, on fait ce qu'on veut, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis, on n'hésite pas à se tirer sur nous-mêmes, à se dire qu'on s'est trompé, et qu'on se trompera encore, et voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On vient de découvrir que finalement, un producteur et artiste est d'accord avec la base. Donc j'invite les maisons de disques et la SACEM à nous écouter un peu plus. Ça ne leur fera pas de mal non plus de temps en temps. Une petite révélation, parce que l'horloge tourne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les tourbus? Parce qu'on vous voit dans vos bus à 2 étages, vitres noires et tout, et on se dit ça doit être une sacrée fiesta. Parce que vous partez d'un concert, vous rentrez dans le bus. Alors nous non, on a choisi parce que comme on fait beaucoup de concerts, comme c'est notre société, c'est la société des Fatal Picard pour le coup, qui gère nos concerts. D'accord. Et que nous, on n'aime pas faire des tournées de 20-30 dates ramassées sur 2 mois. Donc on aime se retrouver tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, ou des fois le jeudi. Donc on part comme ça sur toute l'année. Donc on a notre bus à nous, mais qui n'est pas un tourbus. On a un gros bus, 8 places, très confort. Et nous, peut-être parce qu'on vieillit un petit peu, on préfère rester sur place après le concert, être à l'hôtel et repartir le lendemain dans notre petit tourbus qui finalement est plus confortable que ces énormes tourbus.
c'est très compliqué les gros tourbus, parce qu'on connaît bien, parce que tu dois attendre que le chauffeur, ça soit l'heure où il doit partir. Oui. Tu peux avoir fini de jouer à minuit, mais le chauffeur il part qu'à 4 heures. Il va te poser ensuite porte d'Orléans, tu dois prendre un Uber quand tu arrives à 7 heures du matin. Voilà, c'est un peu la l'enfer. galère. Donc, nous, on a choisi pour notre confort, donc voilà, je le dis, de ne pas faire comme ça. On dort à l'hôtel et on repart en bagnole, voilà. Bah écoutez, Non, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir parce que... Et puis au bord de la piscine, c'était trop bien. Bah ouais, et puis bon, la mer, Ouais. toi, regarde, je dégouline de partout Piscine tellement et il mer. fait chaud. Piscine Quoi. et mer, c'est quand même... Et puis on a quand même bu quelques verres avant, Toi, sans surtout. alcool. Oui, Hein. Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu acceptes qu'on diffuse cette interview, décidément, Alors, oui, sur la chaîne? volontiers, bien sûr. Et puis, on se donne rendez-vous. J'essaierai d'être sur un des concerts, peut-être pas Mais parisien parce qu'il y aura trop de monde, Alors- mais dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, dans Nord. le Nord-Pas-de-Calais, attention, c'est les Hauts-de-France maintenant. Ouais, mais nous, on reste chez nous. Dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord, pas de souci. Un grand merci et à très vite. Merci à toi. Merci à vous tous, merci à Cyril, notre technicien, merci aux équipes d'Atoucam et de Griffe Productions pour toutes ces aventures sur cette magnifique plage que vous vivez avec nous tout au long de l'été. On vous donne rendez-vous très bientôt avec de nouvelles interviews. Passez une excellente soirée et une très bonne semaine au soleil. À très vite.